Ce vieil Européen n'est plus qu'une marionnette cassée, assis là sans rien comprendre. Un vieux fou comme lui, que pourrait-il savoir? Ses yeux ne sont plus que de la décoration, murmure la jeune épouse à l'oreille de son amant, enlacée contre lui, sur le sofa du salon, juste devant son mari, immobile, semblant perdu dans sa confusion. La somptueuse villa de Neuilly-sur-Seine devient le théâtre de secrets sombres et de trahisons. Chers amis, plongés dans une histoire captivante de duplicité, de préjugés raciaux et de leçons amères sur le mariage. Cet homme est-il vraiment impuissant face au complot de sa femme? Ou tisse-t-il un piège pour tout révéler? Restez jusqu'au bout, car la vérité va vous choquer. Avant de continuer, likez et abonnez-vous pour ne pas rater nos dernières vidéos. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez, France, Vietnam ou ailleurs. Partagez pour explorer ensemble des récits toujours plus palpitants. Plus vous écouterez, plus vous découvrirez la cruelle réalité derrière les apparences éclatantes. Dans les rues calmes et arborées de Neuilly-sur-Seine, aux portes de Paris, se dressait une villa somptueuse, un palais moderne aux lignes épurées, entouré de jardins impeccables, où les roses blanches s'épanouissaient sous un ciel souvent gris. C'était là que vivait Étienne Dubois, un homme de 58 ans, un titan de la technologie dont l'empire en intelligence artificielle avait révolutionné le monde des affaires. Ses cheveux grisonnants, coupés courts, encadraient un visage marqué par les ans, des rides profondes creusées par des nuits blanches passées à coder des algorithmes qui prédisaient l'avenir. Étienne cherchait la paix dans son bureau, aux murs de verre, où les écrans holographiques scintillaient comme des étoiles artificielles, lui offrant un refuge contre le tumulte du monde extérieur. À ses côtés, Amara, sa femme de 30 ans, originaire de la Côte d'Ivoire, apportait une touche d'exotisme et de vitalité à cette demeure froide. Sa peau ébène, lisse et rayonnante, contrastait avec les teintes pâles des meubles design importés d'Italie. Elle avait les yeux sombres, pétillants d'une énergie qui semblait inépuisable, et une silhouette élancée qui attirait les regards lors des soirées mondaines. Mariés depuis 5 ans, leur union avait fait jaser les cercles élitistes de Paris. Un magnate européen unissant sa vie à une beauté africaine, de 28 ans sa cadette. Pour Étienne, c'était l'amour, une connexion profonde qu'il croyait inébranlable. Pour Amara, c'était une ascension sociale, un billet d'entrée dans un monde de luxe qu'elle n'avait connu que dans ses rêves d'enfant à Abidjan. La vie quotidienne dans la villa révélait subtilement les fissures de leur couple. Étienne, absorbé par son travail sur des systèmes d'IA capables de simuler l'empathie humaine, préférait les soirées tranquilles, un verre de Bordeaux à la main, écoutant du jazz doux filtré des haut-parleurs invisibles. Il aimait la contemplation, les discussions philosophiques sur l'avenir de l'humanité face aux machines. Amara, en revanche, aspirait à l'effervescence des nuits parisiennes, au club branché de Saint-Germain-des-Prés, où la musique pulsait comme un cœur battant. Elle organisait des dîners somptueux, invitant des amis du monde de la mode et des affaires, mais Étienne remarquait souvent son regard distant, comme si elle cherchait ailleurs ce qu'il ne pouvait plus lui offrir. Lors de ces réceptions, Étienne observait Amara avec une attention accrue, notant comment elle naviguait dans ce milieu hostile. Certains invités, des amis d'affaires d'Étienne, la regardaient avec un mépris voilé, leur sourire poli masquant une condescendance raciste. Ils la voyaient comme une intruse, une étrangère opportuniste, qui avait séduit un homme riche pour s'élever. Des murmures glissaient parfois dans l'air. Elle est belle, certes, mais avec cette peau sombre, elle détonne dans notre cercle. Amara, fière et résiliente, tentait de s'intégrer, apprenant les codes de la haute société française, portant des robes couture de Chanel et Dior pour se fondre dans le décor. Pourtant,
chaque insulte subtile la rongeait, accentuant son insatisfaction grandissante envers son mariage. Elle se plaignait en privé de la routine, de l'écart d'âge qui rendait leur nuit fade, leur conversation prévisible. Étienne, de son côté, sentait naître un doute insidieux. Il l'avait aimée pour sa vivacité, pour la façon dont elle illuminait sa vie terne, mais il percevait maintenant une ombre dans ses yeux. Un soir, après une fête particulièrement animée, il l'avait surprise au téléphone avec une amie, se lamentant sur la froideur européenne de leur intimité. « Il est si distant, si absorbé par ces machines. À mon âge, j'ai besoin de passion, pas de calcul froid. » Ces mots l'avaient là transpercé, éveillant une suspicion qu'il n'avait jamais connue. Était-ce l'amour qui les unissait, ou simplement l'attrait de sa fortune? La différence culturelle, qu'il avait autrefois vue comme un enrichissement, semblait maintenant creuser un fossé. Les conflits aux mineurs s'accumulaient comme des nuages annonçant l'orage. Amara insistait pour des voyages spontanés à Ibiza ou aux Maldives, tandis qu'Étienne préférait rester à Neuilly, craignant de perturber ses projets professionnels. Elle le taquinait sur son âge, l'appelant affectueusement « mon sage », mais il y décelait une pointe d'ironie. Lui, en retour, tentait de la rapprocher de son monde, l'invitant à des conférences sur l'IA, mais elle s'ennuyait, préférant les ragots des magazines People. Ces désaccords, anodins en surface, nourrissaient dès le doute d'Étienne, le poussant à questionner la loyauté de sa femme. Le point culminant survint lors d'un dîner familial intime, organisé pour célébrer l'anniversaire d'un oncle d'Étienne. La table était dressée avec élégance, cristal de baccarat, argenterie ancienne, et un menu concocté par un chef étoilé. Parmi les invités, un vieil ami d'affaires, un homme conservateur aux idées rétrogrades, ne put s'empêcher de lancer une remarque acerbe. Regardant Amara avec un sourire faux, il déclara que la villa, si lumineuse et raffinée, était ternie par une ombre exotique qui ne s'harmonisait pas avec l'éclat français. Il la qualifia de tache sombre dans une maison de lumière, insinuant que sa peau ébène était incompatible avec leur milieu élitiste. La pièce se figea dans un silence pesant. Amara rougit, ses yeux brillants de colère contenue, mais elle garda son calme, habituée à ses attaques. Étienne, cependant, explosa intérieurement. Il se leva, sa voix tremblante de rage, défendant sa femme avec ferveur. « Votre ignorance est plus sombre que n'importe quelle peau. Amara est saucisse et la lumière de cette maison, et vous n'êtes qu'un vestige du passé. » L'invité balbutia des excuses, mais le mal était de fait. Étienne escorta Amara hors de la pièce, la serrant contre lui, murmurant des mots apaisants. Pourtant, au fond de lui, cette défense avait ravivé ses doutes. Pourquoi Amara semblait-elle si résignée? Était-ce de la gratitude qu'il lisait dans ses yeux, ou du calcul? Cette soirée marqua le début d'une obsession, tester la loyauté de sa femme, révéler si son amour était pur ou entaché par l'ambition et les préjugés du monde qui les entourait. Dans la quiétude de la nuit, Étienne s'assit seul dans son bureau, contemplant les lumières de Paris au loin. La villa, autrefois un havre de paix, lui paraissait maintenant un théâtre d'illusions. Il savait que quelque chose devait changer, que la surface tranquille cachait des courants profonds et dangereux. Mais pour l'instant, il observait, attendant le moment où la vérité émergerait des ombres. Dans l'intimité feutrée de son bureau privé, au cœur de la villa de Neuilly-sur-Seine, Étienne Dubois passait des heures interminables à contempler les écrans qui illuminaient la pièce comme des fenêtres sur un univers numérique infini. Les murs tapissés de livres anciens sur l'intelligence artificielle contrastaient avec les gadgets high-tech qui bourdonnaient doucement, créant une atmosphère où le passé et le futur se côtoyaient dans une harmonie précaire. À 58 ans, Étienne sentait le poids des années peser sur ses épaules, non pas tant physiquement que mentalement. Son empire technologique, bâti à partir de rien,
lui avait apporté la gloire et la fortune, mais il avait aussi creusé un vide émotionnel qu'Amara était censé combler. Pourtant, depuis cette soirée fatidique du dîner, un doute lancinant s'était insinué en lui, comme un virus informatique corrompant un système parfait. Assis dans son fauteuil ergonomique, les yeux fixés sur un hologramme projetant des algorithmes complexes, Étienne revivait les événements récents avec une précision chirurgicale. Il repensait aux murmures racistes qui avaient divisé Amara, à ses regards dédaigneux des élites parisiennes qui la réduisaient à une simple exotique profitant de sa position. Ces attaques, bien qu'il les ait défendues avec vigueur, avaient éveillé en lui une question plus profonde. Amara l'aimait-elle pour lui-même ou pour le pouvoir et la richesse qu'il représentait? Était-elle victime de ses préjugés ou les utilisait-elle comme excuse pour masquer ses propres ambitions? La société upper class française, avec son hypocrisie voilée, avait toujours été un terrain miné pour les unions mixtes comme la leur. Étienne se rappelait les premiers jours de leur rencontre, à une conférence en Afrique de l'Ouest où l'énergie d'Amara l'avait captivé. Mais maintenant, ses souvenirs semblaient ternis par le soupçon. Le doute grandissait, alimenté par des observations quotidiennes. Amara, avec sa peau ébène qui brillait sous les lumières laides de la villa, semblait de plus en plus distante. Elle passait des heures au téléphone, riant avec des amis invisibles ou organisant des sorties Karlsruhe sans lui. Étienne, dans sa solitude, analysait ces signes comme il le ferait avec des données. Patterns de comportement, anomalies subtiles. Il se surprenait à épier ses gestes, notant comment elle évitait ses regards prolongés, ou comment ses caresses te paraissaient mécaniques, dépourvues de la passion d'antan. La différence d'âge, autrefois un détail charmant, devenait un gouffre insurmontable. Lui, l'Européen pragmatique, face à elle, l'Africaine vibrante, prisonnière d'un monde qui la jugeait sans cesse sur sa couleur de peau. C'est dans cette tourmente intérieure qu'Étienne décida d'agir. Il contacta discrètement maître Valérie Leclerc, sa avocate de confiance, une femme d'une quarantaine d'années, au regard perçant et à l'esprit affûté comme une lame. Elle arriva un après-midi pluvieux, son tailleur impeccable contrastant avec le chaos émotionnel qui régnait dans le bureau. Valérie, habituée aux intrigues des puissants, écouta Étienne déverser ses tourments. Il lui parla des insultes racistes qu'Amara subissait, de ses soirées où on la traitait comme une curiosité plutôt qu'une égale. Mais il confia aussi ses craintes, et si Amara, blessée par ses préjugés, avait tourné son ressentiment contre lui, et si son amour n'était qu'une façade pour accéder à son empire. Valérie, avec son pragmatisme juridique, hocha la tête, comprenant la gravité de la situation. Ensemble, ils ourdirent un plan audacieux. Étienne feindrait un déclin cognitif léger, une forme de démence précoce qui le rendrait vulnérable aux yeux du monde. Cela testerait la loyauté d'Amara. Resterait-elle fidèle ou profiterait-elle de sa faiblesse pour révéler ses vraies intentions? Valérie prépara un dossier médical fictif impeccable, avec des rapports de neurologues complaisants et des scans cérébraux truqués, le tout scellé par la confidentialité professionnelle. Étienne, génie de la technologie, intégra même des dispositifs de surveillance discrets dans la villa, caméras minuscules cachées dans les objets du quotidien, prêts à capturer la vérité. Le plan était d'eau risqué, psychologiquement épuisant, mais nécessaire pour dissiper les ombres qui planaient sur son mariage. Amara, de son côté, commença à remarquer les premiers signes de changement chez son mari. Étienne simulait des oublis mineurs, un nom écorché d'eau lors d'un appel, une confusion sur la date d'un rendez-vous. Elle réagit d'abord avec une inquiétude apparente, posant des questions, suggérant un médecin. Mais rapidement, une impatience subtile s'installa. Ses soupirs devinrent plus audibles, ses attentions plus forcées. Étienne observait cela avec un mélange de douleur et de fascination,
notant comment elle évitait désormais les discussions profondes, préférant se réfugier dans ses propres activités. La tension montait, invisible mais palpable, comme un orage qui s'amasse. Le climax de ce doute naissant survint lors d'une réunion d'entreprise impromptue à la villa. Antoine Girard, le vice-président de 35 ans qu'Étienne avait lui-même promu, était présent pour discuter d'un nouveau projet d'IA. Amara, curieuse, s'était jointe à eux, apportant du café avec un sourire charmeur. Mais Antoine, ambitieux et calculateur, ne put retenir un commentaire voilé de mépris. Il la regarda avec un rictus, insinuant que son union avec Étienne était une combinaison bizarre avec la culture africaine, sous-entendant que sa présence détonnait dans ce monde d'affaires européen. Amara se raidit, ses yeux flamboyants de rage contenue, mais elle ne répondit pas, se contentant d'un sourire crispé. Étienne, feignant la distraction, bouillonnait intérieurement. Cette insulte raciste, dirigée contre sa femme par un homme qui l'avait formée, cristallisa sa détermination. Il n'y avait plus de retour en arrière. Le plan devait être accéléré pour démasquer les masques autour de lui, révéler si Amara était une victime ou une complice dans ce jeu de dupes. Dans le silence qui suivit le départ d'Antoine, Étienne s'enferma dans son bureau, le cœur serré. La pluie martelait les vitres, reflétant les tourments de son âme. Il savait que les jours à venir seraient un test non seulement pour Amara, mais pour lui-même. Le doute avait planté ses graines, et le plan était en marche, prêt à récolter une vérité qui pourrait tout détruire ou tout sauver. Les jours dormants, les jours sont suivants, le lancement du plan, la villa de Neuilly-sur-Seine, semblait enveloppée d'une atmosphère lourde, comme si les murs eux-mêmes retenaient vent leur souffle en attendant l'inévitable. Étienne Dubois, maître de cet empire de verre et d'acier, avait entamé sa performance avec une précision chirurgicale. Dans les espaces de vie quotidiens, la salle à la manger, au lustre cristallin, le salon au canapé en cuir immaculé, et même le jardin où les haies, taillées, formaient un labyrinthe verdoyant. Il distillait subtilement les signes de son déclin fin. Un oubli par-ci, une confusion par-là, rien de trop dramatique pour ne pas éveiller les soupçons, mais assez pour semer les graines du doute chez ceux qui l'entouraient. Le soleil filtrant à travers les baies si vitrées projetait des ombres longues, symboles des secrets qui s'allongeaient dans la maison. Étienne commençait par des lapsus anodins, appeler le majordome par le nom d'un ancien employé, ou égarer ses lunettes d'œil sur la table du petit déjeuner alors qu'elles étaient sur son nez. Amara, sa femme aux courbes gracieuses et à la peau d'ébène qui capturait la lumière comme un joyau sombre, réagit d'abord avec une sollicitude apparente. Elle se précipitait vers lui, posant une main fraîche sur son épaule, murmurant des mots apaisants. « Mon chéri, tu as oublié? Laisse-moi t'aider. » Ses yeux sombres, habituellement pétillants de malice, trahissaient une inquiétude feinte, mais Étienne, observant derrière son masque de confusion, notait déjà les fissures. Elle l'aidait à retrouver son chemin dans la maison, le guidant comme un enfant, mais ses gestes étaient empreints d'une impatience naissante, un soupir échappé, un regard détourné vers son téléphone qui vibrait incessamment. Au fil des heures, cette façade de compassion s'effritait. Amara, prisonnière de son rôle d'épouse modèle, commença à révéler son vrai visage dans les moments d'intimité avec le personnel. Dans la cuisine spacieuse, où les arômes de café fraîchement moulu embaumaient s'en mêlèrent, elle confiait à la gouvernante ses frustrations. « Il devient si distrait, c'est épuisant. À mon âge, je ne devrais pas jouer les infirmières pour un vieil homme en déclin. » Les mots glissaient de ses lèvres pulpeuses avec une amertume croissante, et Étienne, tapi dans l'ombre d'un couloir adjacent, enregistrait chaque syllabe via les micros discrets qu'il avait installés. Elle passait plus de temps dehors, organisant des déjeuners avec des amis dans les cafés chics de Paris, rentrant avec des sacs de shopping qui masquaient d'hommes son malaise grandissant.
C'est comme si je portais tout sur mes épaules maintenant, se plaignait-elle au téléphone, sa voix résonnant dans le jardin où les oiseaux chantaient, indifférents à la tempête humaine. Les conflits s'intensifiaient, nourris par les préjugés racistes qui infestaient Tom Sawyer comme un poison lent. Amara, avec sa beauté africaine qui détonnait dans ce monde européen policé, subissait des attaques subtiles de la part du personnel. Une nouvelle employée de maison, une Française aux idées étroites, osa un jour lui lancer un regard dédaigneux en servant le thé. « Madame, avec votre origine, vous devez être habituée à des tâches de plus simples, non ?» Le sous-entendu raciste, insinuant que sa peau sombre la reléguait à un statut inférieur, fit bouillir Amara de rage. Elle redressa sa silhouette élancée, ses yeux flamboyants comme des braises, et riposta avec l'autorité d'une reine. « Sachez que je suis la maîtresse de cette maison, et votre ignorance n'a pas sa place ici. Disparaissez avant que je ne vous renvoie dans la rue. » L'employé blêmit et s'éclipsa, mais l'incident laissa une marque, accentuant l'isolement d'Amara. Étienne, témoin caché, sentait son cœur se serrer. Ses préjugés qu'il avait toujours combattus pour elle semblaient maintenant la pousser vers une rébellion intérieure, la rendant plus distante, plus critique envers lui. Amara, libérée par ce qu'elle percevait comme la faiblesse de son mari, commença à le dénigrer ouvertement devant les employés. Dans le salon, alors qu'Étienne feignait de chercher un livre sur une étagère, elle lança à la gouvernante « Ne vous en faites pas pour lui, il n'est plus tout à fait là aujourd'hui. C'est le fardeau d'épouser un homme de son âge. » Ces paroles, acérées comme des lames, transperçaient l'air, et Étienne, simulant une confusion accrue, trébuchait légèrement pour renforcer l'illusion. Elle organisait ses journées autour de ses propres plaisirs, laissant Étienne seul avec ses absences, le reléguant au rôle d'un fantôme dans sa propre demeure. Les caméras cachées capturissent tout, ses regards exaspérés, ses appels secrets, où elle se lamentait sur le poids d'un mari en perdition. Le point d'orgue de ces transformations initiales survint lors d'un déjeuner ordinaire dans la salle à manger, où la table était dressée avec une élégance habituelle. Nappes en lin blanc, vaisselle en porcelaine fine et un bouquet de lys odorants au centre. Étienne, jouant son rôle à la perfection, s'assit avec une hésitation feinte, renversant maladroitement un verre d'eau qui se brisa au sol en un éclat cristallin. Amara, au lieu de l'aider comme elle l'aurait fait autrefois, roula des yeux avec une irritation non dissimulée. « Gère ça toi-même, Étienne, je ne suis pas ta baby-sitter. » Elle se leva abruptement, laissant la pièce dans un claquement de talons, son parfum capiteux traînant comme un reproche. Étienne, seul avec les débris, simula une chute légère en tentant de ramasser les morceaux, se cognant le genou contre la table, dans une douleur réelle qui le fit grimacer. Le sang afflua à sa tempe, mais il persista, ramassant les éclats un à un, son cœur battant la chamade. À travers la vitre, il vit Amara s'éloigner dans le jardin, téléphone à l'oreille, riant d'une liberté nouvelle. Cette négligence publique, ce premier abandon flagrant, confirmait ses pires craintes. La métamorphose d'Amara était rapide, impitoyable, révélant une femme prête à tourner la page sur un mari qu'elle considérait désormais comme un obstacle. Étienne, les mains tremblantes, sut alors que son plan portait ses fruits amers, mais la douleur de cette révélation le consumait, le poussant à persévérer dans l'ombre pour démasquer la profondeur de la trahison. Dans la quiétude forcée de l'après-midi, Étienne regagna son bureau, le genou endolori, rappelant la réalité de son sacrifice. La villa, autrefois un sanctuaire, vibrait maintenant d'une tension électrique, chaque pièce un échiquier où les pions se déplaçaient inexorablement vers la confrontation. Il savait que les changements n'en étaient qu'à leur début, mais cette première brèche dans le masque d'Amara l'avait ébranlé jusqu'au plus profond de son être.
Les jardins de la villa à Neuilly-sur-Seine, autrefois un havre de sérénité avec leurs allées bordées de rosiers et de fontaines murmurantes, étaient devenus le théâtre d'une trahison naissante. Le soleil d'après-midi filtrait à travers les feuilles des chênes centenaires, projetant des motifs d'encens sur le sol pavé, tandis que l'air embaumait le parfum terreux des fleurs fraîchement arrosées. C'était là que Léo, le jardinier et chauffeur de 24 ans, passait ses journées, un jeune homme aux muscles saillants forgés par le labeur manuel, avec des cheveux châtains ébouriffés et un sourire timide qui cachait une innocence relative. Originaire d'une banlieue modeste de Paris, il avait été embauché par Étienne pour sa fiabilité et son dévouement, devenant presque un membre de la famille. Le garage adjacent, avec ses voitures de luxe alignées comme des trophées, offrait un refuge discret pour des rencontres clandestines, loin des regards indiscrets de la maison principale. Amara, avec sa silhouette voluptueuse et sa peau ébène qui semblait absorber la lumière pour la renvoyer en un éclat mystique, avait trouvé en Léo un exutoire à ses frustrations accumulées. Elle le voyait comme un jouet vivant, un jeune homme vigoureux, capable de combler les vides laissés par un mari qu'elle percevait désormais comme un fardeau en déclin. Pourquoi me contenter d'un vieil homme qui oublie jusqu'à son propre nom ? Se justifiait-elle intérieurement, rationalisant sa trahison par le mépris croissant qu'elle éprouvait pour Étienne. Elle avait commencé par des regards prolongés lors des passages de Léo dans la maison, des compliments anodins sur son travail qui se muèrent en invitations subtiles. Léo, flatté par l'attention d'une femme aussi sophistiquée, hésita d'abord, mais la curiosité l'emporta. Pourtant, dès les premiers échanges intimes, les préjugés raciaux surgirent comme des ombres malveillantes. Léo, influencé par un entourage conservateur, murmura un jour avec une gêne maladroite. « Ta peau sombre, ce n'est pas vraiment mon genre, tu sais. » Ces mots, lâchés dans un moment de vulnérabilité, transpercèrent Tamara comme une lame, ravivant les blessures des insultes qu'elle subissait quotidiennement dans ce monde élitiste français. Amara, fière descendante d'une lignée ivoirienne royale, ne toléra pas cette offense. Elle redressa sa tête haute, ses yeux noirs flamboyants de colère, et exerça son pouvoir de maîtresse de maison pour le dominer. « Tu oses me juger sur ma couleur, moi qui te donne une chance que tu ne mérites pas » riposta-t-elle, transformant leur liaison en un jeu de contrôle absolu. Elle l'attirait dans le garage sombre, où l'odeur d'huile et de cuir se mêlait à celle de leur désir illicite, l'utilisant pour affirmer sa supériorité. Léo, captivé par son charisme magnétique et effrayé par la menace implicite de perdre son emploi, céda, devenant son complice malgré ses réticences initiales. Leurs rencontres devinrent plus fréquentes, des étreintes hâtives au milieu des outils de jardinage, où Amara murmurait des ordres comme une reine exigeante, effaçant temporairement les frustrations de son mariage fade. Étienne, de son côté, avait anticipé ces déviances. Dans son bureau fortifié de technologie, il avait activé un réseau de caméras dissimulées, des lentilles de minuscules nichées dans les pots de fleurs, les recoins du garage et même les branches des arbres. Assis devant ses écrans, il observait avec un mélange d'horreur et de fascination clinique les scènes qui se déroulaient. Chaque image capturée était une dague plantée dans son cœur. Amara, riant aux éclats avec Léo, ses mains explorant le corps du jeune homme pendant qu'elle dénigre son mari. Étienne n'est plus qu'une ombre, un Européen usé qui ne peut plus me satisfaire, confiait-elle à Léo, justifiant son infidélité par des comparaisons cruelles. Étienne luttait intérieurement, son esprit analytique en conflit avec son âme blessée. Il revoyait les années passées à défendre Amara contre les préjugés raciaux de la société, à la protéger des regards méprisants qui la réduisaient à une exotique opportuniste. Et maintenant,
Elle trahissait cette loyauté avec un homme qu'il avait lui-même engagé, un garçon qu'il traitait comme un fils. Les nuits étaient agitées, hantées par des images volées qui le rongeaient, le forçant à questionner non seulement son mariage, mais sa propre valeur en tant qu'homme. Les conflits d'orpée s'amplifiaient, transformant la villa en un champ de mines émotionnelles. Amara, enhardi par sa liaison, utilisait son autorité pour manipuler Léo, le forçant à des rendez-vous risqués qui accentuaient la tension. Un après-midi, dans le jardin baigné de lumière dorée, elle l'attira derrière une haie épaisse, ignorant les risques. Léo, encore marqué par ses préjugés, osa une remarque blessante pendant leur étreinte. « Ta peau noire me rend nerveux, comme si c'était différent. » Amara explosa, le repoussant avec fureur, ses ongles s'enfonçant dans sa chair. « Tu me juges, toi, un simple jardinier, moi, qui ai conquis un empire. Tu oses me rabaisser pour ma couleur !» hurla-t-elle, sa voix résonnant comme un tonnerre contenu. Léo balbutia des excuses, terrifié par sa rage, mais Amara, dominatrice, le força à genoux, réaffirmant son contrôle dans un acte de vengeance passionné. Leur dispute dégénéra en une confrontation physique et verbale, des mots acérés volant comme des flèches, mêlant désir et haine. Elle le traita de blanc ignorant, inversant les rôles des préjugés qui l'avaient tant blessé, tandis que Léo, humilié, céda une fois de plus, piégé dans cette toile de manipulation. Étienne, témoin impuissant via les caméras, sentit son monde s'effondrer. L'image granuleuse sur l'écran, Amara et Léo, enlacés dans le garage, leurs corps entrelacés sur le capot d'une voiture de luxe, fut le coup de grâce. Accompagné des mots racistes de Léo, qui avaient provoqué la fureur d'Amara, cette scène le plongea dans un abîme de douleur. Son cœur battait à tout rompre, des larmes contenues, brouillant sa vision alors qu'il zoomait sur les détails. Le rire triomphant d'Amara, la soumission de Léo. Cette trahison, doublée d'une hypocrisie raciale qu'Amara combattait chez les autres, mais exploitait ici, le consumait. Il éteignit l'écran d'un geste rageur, le souffle court, réalisant que sa femme n'était plus la victime qu'il avait aimée, mais une prédatrice utilisant son pouvoir pour assouvir ses désirs. La villa, autrefois un sanctuaire, vibrait maintenant d'une énergie sombre, chaque ombre cachant une nouvelle révélation. Étienne, brisé mais déterminé, savait que ce n'était que le début d'une descente aux enfers, mais il persévérait, accumulant les preuves pour un règlement de comptes inévitable. Dans le crépuscule qui enveloppait le jardin, Étienne s'assit seul, contemplant les étoiles artificielles de ses écrans. La trahison avait pris racine, et les préjugés, comme des ronces, s'entortillaient autour de son âme, le préparant à une confrontation qui changerait tout. Les lumières scintillantes de Paris, cette ville éternelle de romance et d'intrigue, masquaient d'au souvent les ombres les plus sombres des âmes ambitieuses. Les hôtels de luxe du quartier de l'Opéra, avec leurs façades haussmanniennes, ornées de dorures, et leurs suites aux tapis persans, servaient de sanctuaires discrets pour des rencontres illicites. C'était là, dans une chambre aux deux rideaux de velours pourpre et aux miroirs anciens, reflétant des secrets inavouables, qu'Amara et Antoine Girard se retrouvaient, tissant une toile d'ambition et de trahison. Le bureau de la Société d'Étienne, perché au sommet d'une tour de la Défense, offrait un autre décor, des murs de verre offrant une vue panoramique sur la capitale, des écrans géants affichant des graphiques d'IA en perpétuel mouvement, et une atmosphère stérile où les complots se murmuraient entre deux réunions officielles. L'air y était chargé d'électricité, un mélange de parfums capiteux d'Amara et de l'odeur métallique des serveurs informatiques. Amara, avec sa présence magnétique et sa peau ébène qui absorbait la lueur des lustres comme un mystère vivant, avait vu en Antoine un allié parfait pour ses desseins grandissants. À 35 ans,
Ce vice-président ambitieux, aux traits anguleux et au costume taillé sur mesure, avait été élevé par Étienne lui-même, passant d'un simple ingénieur à un pilier de l'empire technologique. Mais l'ambition d'Antoine était un feu vorace, et il voyait dans le déclin fin de son mentor une opportunité en or. Avec son état qui empire, il est temps que tu prennes les rênes, susurrait-il à Amara lors de leur rendez-vous clandestin, ses mains explorant son corps avec une possessivité croissante. Il attisait ses flammes intérieures, lui promettant un contrôle sur les actions de la société, un empire qu'elle pourrait diriger depuis l'ombre. Amara, rongée par les frustrations de son mariage et les préjugés raciaux qui la hantaient, se laissait séduire par ses visions de pouvoir. Étienne n'est plus qu'un poids mort, un Européen dépassé par son propre génie, confiait-elle, justifiant leur alliance par une soif de revanche contre un monde qui la méprisait. Pourtant, Antoine n'était pas exempt de venin. Derrière ses compliments mielleux, il distillait un mépris racial subtil, la qualifiant en privé de « femme africaine avide », insinuant que sa soif de richesse était inscrite dans ses origines. « Toi et ton sang chaud du continent noir, tu sais comment saisir les opportunités, n'est-ce pas ?» lâchait-il avec un sourire narquois, transformant leur partenariat en un jeu de domination. Amara bouillonnait intérieurement, ses yeux sombres s'assombrissant comme un orage imminent, mais elle ravalait sa fierté, voyant en lui un moyen pour s'élever au-dessus des insultes qu'elle subissait quotidiennement. Leur se rencontre alternait entre passion charnelle et calcul froid. Dans les suites d'hôtels, il planifiait la saisie des parts de l'entreprise, rédigeant des documents falsifiés pour transférer le pouvoir sous prétexte de gestion temporaire. Antoine, avec son expertise juridique volée aux leçons d'Étienne, forgeait des clauses invisibles, promettant à Amara une part généreuse une fois le coup réussi. Étienne, tapi dans son bureau comme un chasseur patient, accumulait les preuves via son réseau de surveillance sophistiqué. Les caméras cachées dans les hôtels, discrètement installées par des contacts discrets, et les micros dans les salles de réunion capturaient chaque mot, chaque geste. Il observait, le cœur lacéré, la trahison double, sa femme qu'il avait aimée pour sa force, s'alliant à l'homme qu'il avait formé comme un protégé. Les nuits étaient un tourment, Étienne fixant les écrans où Amara et Antoine complotaient, leurs rires étouffés résonnant comme des coups de poignard. « Comment ose-t-il » se murmurait-il, luttant contre une rage qui menaçait de briser son masque de déclin. La douleur était viscérale, un feu qui consumait son âme, le forçant à questionner chaque moment partagé avec Amara. Avait-elle toujours vu en lui un tremplin, une échelle vers le pouvoir masquée par des sourires affectueux, et Antoine, ce serpent qui l'avait nourri, mordant la main qui l'avait élevé. Étienne renforçait sa détermination, notant chaque détail pour un futur règlement de compte. Mais le prix émotionnel était exorbitant. Amara poussait le plan plus loin, revenant à la villa pour manipuler Étienne avec une douceur feinte. Un soir, dans le salon aux meubles design, elle lui présenta un dossier épais, ses doigts déliés fins, caressant les pages comme une amante. « C'est juste pour soulager ton fardeau, mon amour. Signe ici, et je m'occuperai de tout. » Étienne, simulant une confusion accrue, parapha les faux documents préparés par Valérie, son avocate, des pièges légaux qui rendraient Goni tout nul et non avenu. Amara jubilait intérieurement, ses yeux pétillants d'une victoire anticipée, ignorant les caméras qui immortalisaient sa duplicité. Les tensions culminèrent lors d'une rencontre secrète dans une suite d'hôtels surplombant la Seine, où les lumières de la tour Eiffel scintillaient au loin comme un avertissement ironique. Amara et Antoine, enlacés sur un lit king-size au drap de soie, passèrent de la passion à la discorde en un instant.
Je veux la moitié des actions, pas moins, exigea Amara, sa voix vibrante d'autorité. Antoine rit, un son froid et méprisant. La moitié, pour une Africaine cupide comme toi? Sois réaliste, tu n'es qu'une pièce dans mon jeu. Ces mots dont racistes, crachés avec venin, allumèrent une furie en Amara. Elle bondit, ses ongles s'enfonçant dans son bras, hurlant « Tu oses de me traiter de cupide, moi, qui t'ai ouvert les portes de cet empire. Ton arrogance européenne te perdra. » Leur dispute dégénéra en une tempête verbale, des objets volant à travers la pièce, des accusations fusant comme des balles. Antoine la plaqua contre le mur, son visage déformé par la rage. « Sans moi, tu ne serais qu'une ombre exotique dans sa villa. » Amara riposta avec une gifle retentissante, mais malgré la haine, ils se réconcilièrent dans une étreinte haineuse, scellant leur pacte pour partager les spoils. Étienne, observant via une caméra cachée dans un vase, sentit son sang bouillir. Sa main trembla sur la souris, presque révélant son jeu, en zoomant trop près, son souffle court, trahissant une rage à peine contenue. Il éteignit l'écran juste à temps, le cœur battant, réalisant à quel point il était proche de tout faire exploser prématurément. Dans le silence de la nuit parisienne, Étienne regagna sa villa, les échos de la trahison résonnant en lui. Les complots s'épaississaient, les conflits de pouvoir menaçaient Strom de tout engloutir, mais il tenait bon, accumulant les armes pour une bataille qui approchait inexorablement. La villa de Neuilly-sur-Seine, ce bastion de luxe niché aux portes de Paris, vibrait d'une tension palpable, comme un orage sur le point d'éclater. Les préparatifs pour le gala de charité technologique au pavillon d'Armenonville battaient volonté leur plein. Invitations gravées sur papier vélin, liste d'invités triés sur le volet, et un décor somptueux évoquant les splendeurs de Versailles, revisité à l'ère numérique. Étienne Dubois, retranché dans son bureau transformé en centre de commandement secret, passait des nuits blanches à compiler les preuves accumulées. Les écrans multiples diffusaient un flux incessant d'images volées, des vidéos granuleuses d'Amara avec Léo dans le jardin, des enregistrements audio de ses murmures complices avec Antoine dans les hôtels parisiens. Il éditait ces fragments avec une précision obsessionnelle, assemblant un montage implacable qui révélerait la trahison dans toute sa crudité. Ses doigts, habitués au clavier high-tech, tremblaient de légèrement sur la souris, trahissant l'usure émotionnelle d'un homme qui avait tout sacrifié pour la vérité. Amara, ignorant le piège qui se refermait, se préparait pour le gala comme pour un couronnement. Elle passait des heures dans sa suite privée, essayant des robes de haute couture, une création rouge sang de Dior qui soulignait sa silhouette élancée et sa peau ébène luisante sous les lumières LED. Ses yeux sombres brillaient d'une excitation fiévreuse, voyant dans cet événement une occasion de briller aux côtés d'Antoine, de s'affirmer dans un monde qu'il avait si souvent relégué au rôle de trophée exotique. Elle multipliait les appels à des stylistes et des coiffeurs, organisant son apparition comme une arme de séduction massive. Pourtant, sa méfiance grandissante envers Étienne se manifestait par un mépris de plus en plus flagrant. Devant le personnel, elle le traitait avec une condescendance ouverte. Ne le dérangez pas, il est dans l'un de ses moments d'absence. Un vieil Européen comme lui n'a plus toute sa tête. Ces mots, lancés avec un sourire faux, masquaient une cruauté croissante, et Étienne, feignant l'ignorance, enregistrait chaque insulte pour son dossier grandissant. Les préjugés raciaux, ce poison insidieux qui imprégnait la société, s'infiltraient l'un de même dans la villa. Amara, elle-même victime récurrente, commençait à les perpétuer envers d'autres employés de couleur. Une nouvelle aide domestique, une jeune femme d'origine sénégalaise à la peau chocolatée, subit ses foudres lors d'un incident mineur, un vase mal placé. Toi et ta maladresse africaine, vous êtes tous pareils, incapables de finesse dans ce monde civilisé.
cracha Amara, ses mots se résonnant comme un écho des attaques qu'elle avait endurées. L'employé baissa les yeux, humilié, tandis qu'Amara, enhardi par son pouvoir, poursuivait sa tirade, inversant les rôles pour affirmer sa supériorité. Étienne, observant via une caméra cachée dans le couloir, sentait une nausée monter. Comment la femme qu'il avait défendue contre ces mêmes de préjugés pouvait-elle les infliger à d'autres? Cela renforçait sa résolution, mais aussi son tourment intérieur. Révéler la vérité signifierait non seulement détruire son mariage, mais exposer au monde les hypocrisies d'un cercle élitiste qu'il avait autrefois embrassé. Les conflits s'intensifiaient, transformant la villa en un champ de bataille psychologique. Amara, sentant le vent tourner en sa faveur, tenta d'accélérer ses plans en forçant Étienne à signer d'autres documents. Un après-midi, dans le salon baigné de lumière filtrée par les voilages, elle lui présenta un nouveau dossier, ses ongles laqués rouge sang tambourinant impatiemment sur la table. « C'est pour ton bien, chérie. Juste une petite autorisation supplémentaire pour gérer les actifs. Tu n'as plus à t'en soucier. » Étienne, simulant une confusion accrue, hésita longuement, feignant de relire les pages avec des yeux troubles. Amara s'impatienta, son ton montant en flèche. « Allons, signe. Ou préfères-tu que je gère tout sans toi ?» La tension était électrique, Étienne sentant son pouls s'accélérer, risquant de briser son rôle en refusant trop fermement. Il parapha enfin, un gribouillis tremblant qui masquait sa vigilance, tandis qu'Amara jubilait, emportant les papiers comme un trophée. Ces moments de confrontation le laissaient épuisé, luttant contre l'envie de tout révéler prématurément, son esprit analytique calculant les risques d'une explosion hâtive. Le climax de cette phase de préparation survint lors d'une petite réception intime, organisée par Amara à la villa, un avant-goût du gala. Le salon s'illuminait de chandelles parfumées, des invités triés sur le volet, des amis d'Antoine, des figures de la tech et de la mode, sirotés d'eau du champagne millésimé. Amara, resplendissante dans une robe moulante qui accentuait ses courbes, flirtait ouvertement avec Antoine, leurs mains s'effleurant sous les regards complices. Étienne, relégué dans un coin, feignait une somnolence confuse, observant la scène à travers des paupières mi-closes. Les amis d'Antoine, un groupe d'Européens arrogants, ne manquèrent pas de lancer des pics de voilée. « Amara, avec ta peau sombre, tu apportes une touche exotique à cette soirée. Mais n'est-ce pas un peu trop pour notre vieux Étienne ?» Un autre ajouta, riant, « Une Africaine ambitieuse comme toi mérite mieux qu'un has-been en déclin. » Ces mots gracistes, déguisés en plaisanterie, firent bouillir Amara un instant, mais elle rit avec eux, préférant l'alliance au conflit. Antoine, possessif, l'attira plus près, murmurant des promesses de pouvoir partagé. Étienne, témoin de cette parade humiliante, sentit une rage incandescente monter en lui. Ses poings se serrèrent sous la couverture qu'il tenait, son cœur martelant comme un tambour de guerre. Il fut à deux doigts de bondir, de briser son masque et de confronter les traîtres sur-le-champ, sa respiration s'accélérant au point de risquer de tout compromettre. Mais au prix d'un effort surhumain, il se contint, feignant un sursaut confus qui fit rire l'assemblée. Cette soirée cristallisa sa détermination. Le plan devait être accéléré, l'épreuve finalisée pour un jugement sans appel au gala. La douleur de l'humiliation le consumait, mais elle aiguisait aussi son esprit, le transformant en une lame prête à trancher. Dans le silence qui suivit le départ des invités, Étienne regagna son bureau, les échos des rires moqueurs résonnant encore. La villa, imprégnée de trahison, n'était plus qu'un échiquier où chaque pièce se positionnait pour l'assaut final. Il savait que le jugement approchait et avec lui, une libération amère. Le pavillon d'Armenonville, niché au cœur du bois de Boulogne comme un joyau impérial, brillait ce soir-là sous les lumières chatoyantes d'un gala de charité
dédié à la technologie. Les invités, élites parisiennes en smokings impeccables et robes de soirée scintillantes, se pressaient dans les salons ornés de fresques anciennes et de lustres cristallins où l'air embaumait le champagne et les parfums capiteux. Tables rondes drapées de nappes immaculées, centres floraux extravagants et un orchestre discret jouant des mélodies jazzées formaient un décor de rêve pour les puissants. Étienne Dubois, au milieu de cette opulence, feignait une fragilité accrue, s'appuyant sur une canne élégante, son costume sur mesure masquant la tension qui raidissait ses muscles. Amara, radieuse à ses côtés au début, s'était vite éclipsée pour s'afficher au bras d'Antoine Girard, devenant le centre d'attention. Sa robe rouge sang moulait ses formes avec une audace provocante, sa peau ébène contrastant avec la pâleur des invités comme une déclaration de défi. La soirée progressait dans un tourbillon de toasts et de discours, célébrant les avancées en IA qui promettaient un avenir radieux. Amara, ivre de son triomphe imminent, riait aux éclats avec Antoine, leur somme regard complice, trahissant une intimité que les ragots murmuraient ça. Déjà. Elle se pavanait parmi les convives, acceptant les compliments voilés qui masquaient souvent un mépris racial. Vous apportez une touche d'exotisme si vivante à cette assemblée, glissait une femme aux bijoux ostentatoires, sous-entendant que sa présence était plus décorative qu'essentielle. Antoine, ambitieux et possessif, la serrait contre lui, murmurant des promesses de pouvoir partager une fois Étienne, écarté. La salle bourdonnait de conversations superficielles, ignorant le drame qui couvait. Étienne, observé de loin par sa fidèle avocate Valérie Leclerc, monta sur scène avec une démarche chancelante, invité à prononcer un mot en tant que mécène principal. Le micro crépita, amplifiant sa voix faible. « Mes amis, dans ce monde de connexion numérique. » Il s'interrompit, feignant une confusion, laissant un silence pesant s'installer. Les invités échangèrent des regards compatissants, certains murmurant sur son déclin. Amara, depuis le premier rang, sourit avec une pitié feinte, serrant la main d'Antoine. Puis, comme un coup de tonnerre, Étienne se redressa, sa voix résonnant soudain avec une clarté tranchante. Mais avant de parler d'avenir, regardons le passé récent. D'un geste, il activa l'écran géant derrière lui, et le montage vidéo qu'il avait patiemment assemblé s'alluma, projetant des images accablantes dans la salle stupéfaite. Le film, édité avec une précision dramatique, débuta par des scènes volées. Amara et Antoine complotant dans une suite d'hôtels, leurs voix amplifiées, discutant du transfert illégal d'actions, sous-titré pour plus d'impact. Avec son état, c'est facile, disait Antoine, riant. Puis, l'écran se divisa en deux, révélant l'horreur. D'un côté, Amara enlacée avec Antoine dans un lit de soie, leurs corps entrelacés dans une passion crue. Artfully blurred pour éviter le vulgaire mais assez net pour identifier les traîtres. De l'autre, elle, avec Léo dans le jardin de la villa, sur le lit conjugal, des murmures d'extase mêlés à des insultes raciales. « Ta peau noire me rend nerveux », avouait Léo dans un extrait, suivi de la riposte furieuse d'Amara, soulignant l'hypocrisie des préjugés qu'elle subissait et infligeait. Des sous-titres mettaient en évidence les mots blessants, africaine cupide, ombre exotique, des échos des moqueries racistes lancées par les amis d'Antoine lors de la réception à la villa. La salle explosa en murmures choqués, des gaspes collectifs fusant comme des balles. Caméras de journalistes pivotèrent frénétiquement, capturant les visages blêmes d'Amara et Antoine. Amara se figea, sa beauté soudain, ternie par la panique, ses yeux écarquillés comme ceux d'une proie acculée. Antoine, livide, tenta de se lever, balbutiant des dénégations inaudibles. Le chaos s'installa, des invités se levèrent, scandalisés,
D'autres rirent, nerveusement, le scandale se propageant comme une onde de choc. Amara, désespéré, bondit vers la scène. « C'est un mensonge! Étienne est fou! Son déclin !» Mais sa voix se brisa sous les huées naissantes. Étienne, dominant la scène comme un juge impitoyable, conclut d'une voix tonnante. La technologie prédit l'avenir, mais elle révèle aussi les trahisons du passé. Sécurité, escorter ses partenaires, indésirables dehors. Des gardes surgirent, empoignant Amara et Antoine, qui se débattaient dans une humiliation totale, elle hurlant des imprécations, lui suppliant pour sa carrière. La salle, en effervescence, devint un tourbillon de flashs et de murmures, le scandale instantanément viral sur les réseaux. Étienne descendit de scène, le cœur battant, une victoire amère au goût de cendre. Le gala se poursuivit dans un désordre contrôlé, mais lui se retira dans une salle adjacente, affrontant les conséquences immédiates. Appels frénétiques de médias, messages de soutien et de condamnation. Le scandale enflamma Paris, des titres hurlant « Le titan de l'IA démasque l'infidélité raciale et financière ». Amara et Antoine, expulsés dans la nuit pluvieuse, disparurent dans l'opprobre, leur carrière ruinée, leur nom sali à jamais. Étienne, seul dans son bureau surplombant la skyline de la Défense plus tard cette nuit-là, contempla les lumières clignotantes de la ville. Les tours de verre reflétaient de son âme brisée, mais régénérée. Il avait perdu une illusion d'amour, mais regagné son intégrité, se recentrant sur son empire et sur lui-même. La connexion est rétablie, murmura-t-il à la nuit, une paix froide l'envahissant enfin. La villa, loin derrière, n'était plus un tombeau de mensonges, mais le départ d'une renaissance solitaire. Étienne, marqué mais invaincu, tourna la page sur cette saga de dupes, prêt à reconstruire sans chaîne. L'histoire d'Étienne, d'Amara et des secrets de la villa de Neuilly-sur-Seine s'achève, laissant derrière elle des leçons profondes sur la loyauté, la vérité et le prix de l'ambition. Qu'en pensez-vous de ce périple dramatique? Étienne a-t-il eu raison de tendre ce piège pour dévoiler la trahison? Ou est-il allé trop loin? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Nous sommes impatients de lire vos impressions. Merci à vous d'avoir suivi cette histoire, en espérant qu'elle vous ait captivé et fait réfléchir. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires palpitantes. Rendez-vous bientôt pour une nouvelle aventure.